Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois un coureur d'exception qui adore courir et qui est un coureur utilitaire qui a toujours choisi les transports en commun, que ce soit le vélo, l'autobus ou encore la course, et qui est maintenant un travailleur de la clinique du coureur. Je parle de Olivier Roy-Baillargeon. Salut! Salut Joanie, Ça va bien? et toi? Oui, je vais juste me placer comme ça. Super, 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 super. T'es en train de faire ta course? Non, je marche. OK. Super. Fait qu'écoute, je vais te poser des questions, puis sens-toi vraiment à l'aise de répondre au meilleur de tes connaissances. Puis écoute, j'ai pas peur du tout que ça va être une rencontre hyper intéressante. Ben, cool. Ça te va comme ça? Oui, Super! Comment a débuté, en fait, ton amour, ta passion pour la course à pied? c'est dur à dire parce que j'avais déjà couru de façon vraiment pas sérieuse à des très rares occasions, juste quand on me l'avait proposé, quand j'étais en secondaire 5. Le prof d'éducation physique m'avait dit, j'aimerais ça envoyer du monde au championnat de la commission scolaire de cross-country puis d'athlétisme. Ça t'intéresserait-tu? Puis j'avais dit, OK, pourquoi pas? Et moi, je courais, tu sais, avec les espadrilles de basket que j'avais pour les cours d'éducation physique, puis les gros vêtements baggy, pas rapport, tu sais. Puis je me suis pointé au championnat de la commission scolaire sur les plaines d'Abraham à Québec, puis j'ai fini deuxième. Puis là, j'ai pas tellement compris ce que ça signifiait, mais tu sais, là, je m'en allais aux championnats régionaux, là, capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Et ce jour-là, ben, c'était pas genre les belles plaines d'Abraham en gazon, c'était genre la citadelle de Lévis pleine de bouettes avec de la neige. Fait que là, les espadrilles de basket, ça n'a vraiment pas fait l'affaire. Et j'avais tellement adoré mon expérience sur les plaines, mais tellement détesté cette expérience-là, que j'ai jamais été tenté d'aucune façon par la suite de me lancer dans une pratique de course à pied qui avait un minimum de structure. Puis comme j'avais toujours été actif dans ma vie, ben j'ai jamais comme ressenti le besoin de faire du sport de façon structurée. Fait qu'au lieu de me diriger dans un cégep où il y avait un beau programme, puis de faire l'équipe, puis de m'habituer à compétitionner, puis peut-être d'entrer dans une université où j'aurais pu me développer, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et c'est juste quand j'ai eu un ami qui m'a dit « Hey, on court les samedis matins sur le Mont-Royal, ça t'intéresse-tu de te joindre? » que j'ai fait « Courir. Pour essayer ça. » Et ben, la première fois, en fait, on est allé, on a fait 14 km sur les sentiers du Mont-Royal. Ça m'a pris un petit peu plus qu'une heure. Là, j'ai dit, je pense que j'ai peut-être ce qu'il faut pour faire ça. Mais je le faisais une fois par semaine. Je courais le samedi matin, je ne recourais jamais durant la semaine et tout. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, bouger, ça peut être le fun. Puis il semblerait que comme tu aies une aisance à le faire, fait que pourquoi pas. Mais c'est vraiment quand ma blonde me dit, tu sais, t'es tanné de prendre le métro, les 3 lignes du métro pour monter à l'université, puis tu as envie de bouger, tu sais, pourquoi que tu n'irais pas à l'université en courant? Puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Tu sais, mais quelqu'un dirait, voyons donc, tu sais, ça t'a pris jusqu'en 2014, quand en 2002, tu avais déjà eu l'occasion d'essayer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 années-là? Ben, en fait, c'est la période de la vie que j'appelle la stupidité. C'est plus compliqué que ça. Ben oui. Puis, tu sais, en même temps, tu aurais pu, mettons, avant, avoir le déclic, mais, tu sais, nécessairement, peut-être que tu n'étais pas, tu sais, rendu là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis dans la vie, tu sais, de courir un peu à tous les jours, puis de voir, ah ben, finalement, ben, tu sais, il y a un potentiel, j'aime ça.
Ben, c'est différent aussi, là, Ouais. tu sais, c'est pas juste par obligation. Non. Puis c'est ça, je pense aussi qu'une des choses qui se passe très souvent, c'est que quand tu es rapidement amené à te spécialiser dans un programme contraignant, euh, en bas âge, là, milieu, fin de l'adolescence, euh, tu peux, avec toutes les hormones, puis le sentiment d'appartenance au groupe, puis la volonté de te dépasser, puis la compétitivité, te mettre à en faire une forme d'obsession maladive qui fait que tu brûles toutes tes cartouches d'envie de courir, si tu veux, pendant que tu es là. Puis je pense que c'est quand même assez bien documenté maintenant que les jeunes garçons, les jeunes filles qui se spécialisent tôt, ils ne courent pas après ça quand ils sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Ils ont comme tout passé leur envie de courir quand ils étaient des ados puis des jeunes adultes. Fait que moi, je me dis, j'y suis arrivé sur le tard, c'est vrai, mais je pense que là, j'ai une belle longue carrière de coureur récréatif devant moi. Puis je pense qu'à long terme, c'est meilleur pour ma santé mentale puis physique aussi, d'être actif au quotidien pour les prochaines décennies, plutôt que d'avoir essayé d'atteindre le plus haut sommet pendant, mettons, une décennie de ma vie, puis après ça, d'être rendu écœuré de cette activité. Ah oui. Puis tu sais, juste d'en entendre parler, ça... Pas que ça te lève le cœur, mais tu te dis, oh non, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est amer. Tu sais, moi, j'ai connu ça au niveau du hockey, tu sais, des amis, qu'eux autres, ils ont été poussés, ils ont fait les Jeux du Québec, sont allés dans divers pays, puis tu en parles aujourd'hui, puis ils te regardent, puis ils disent, non, 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 parle-moi ça même pas, j'ai même pas envie que mes enfants le pratiquent. Fait que ça donne-tu optimalement quelque chose de pousser comme à bout au niveau du sport, parce que ça, c'est par rapport à tous les sports. Je pense pas. C'est d'avoir un juste milieu dans tout ça, là, tu sais, fait que... Non, puis tu sais, David Epstein, par exemple, là, il écrit quand même pas mal de livres sur les gènes du sport, sur ce qu'il appelle le range, tu sais, l'inverse de l'ultra-spécialisation, qui est comme la généralisation. Puis, tu sais, il prend souvent l'exemple de Roger Federer, qui, quand il était adolescent, lui, genre, le tennis, ça ne l'intéressait pas. Là. Il faisait du foot, il faisait du skate... Puis, à un moment donné, il a découvert, quand il a mis une raquette de tennis dans les mains, que finalement, il aimait ça. Mais il butinait à gauche, à droite, il testait plein d'affaires. Puis, la dernière chose qu'il voulait, c'était de devenir un pro. Puis, finalement, c'est devenu sans aucun doute le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il est encore actif, il est encore mu par cette passion-là. Et il s'est développé très, très, très tard. Puis en faisant tout sauf se spécialiser, quand il a commencé à jeter les bases de ça. Et maintenant, c'est l'approche. Quand tu fais ton programme national de certification des entraîneurs au Canada, à tout le moins, c'est vraiment ça qui est enseigné. Au début, tu apprends aux enfants, par exemple, en matière de course à pied, tu leur apprends à jouer à la course. Tu leur apprends à s'amuser en courant quand ils en ont envie. Puis, des fois, tu les fais courir avec un ballon de foot au bout du pied. Des fois, tu les fais courir pour attraper un ballon de... Puis, progressivement, si tu vois qu'il y en a qui ont l'air d'avoir envie de se diriger vers une pratique plus structurée, là, tu les encadres, tu les suis plutôt que de les pousser. Et je pense que ça s'applique aussi à plein d'autres domaines. Là. Il y a des grands intellectuels qui ne se destinaient pas en tout à être des neuroscientifiques de renom ou à être des chercheurs en microbiologie cellulaire ou en informatique quantique. Puis c'est des gens qui ont dit « j'ai eu envie d'essayer l'histoire de l'art, j'ai eu envie d'essayer d'être carreleur, d'être bricoleur, fouille-moi quoi. » Puis là, à un moment donné, j'ai découvert, tu sais. Et moi, c'est ce que j'essaie vraiment aussi d'encourager, tu sais, parce que dans l'éducation de ma petite fille, je veux que si elle veuille courir avec moi, ce ne soit pas parce que papa lui dit « Allez, viens, là, on va courir, là, tu sais. » Que ce soit elle qui dise « Papa, regarde, je cours plus vite que toi. » Puis là, on joue à la course ensemble. Exact. Puis, tu sais, tantôt, tu me parlais un peu de ça. Ça signifie quoi être un coureur utilitaire? Parce que quand on lit un peu par rapport à toi, on se rend compte que toi, c'est vraiment, tu te détermines comme un coureur utilitaire. Oui. Bien, d'abord, il y a trois choses, à mon avis, qui se sont nouées avec ça. Ça a toujours fait partie de mon identité, d'abord, de me déplacer par ma propre énergie. Depuis que je suis tout petit, que mon père me déplaçait en autobus, à vélo, en marchant avec nous, mais même si je vivais dans un bungalow d'un quartier des années 50 de la ville de Québec,
ville par excellence du tout à l'automobile, j'ai eu ce que j'appelle les clés de l'automobilité sous forme d'un laissez-passer de transport en commun, d'une sorte d'apprentissage qui m'a été transmis par mon père, de genre, ben, quand tu veux prendre l'autobus, tu te rends à cet arrêt pour embarquer dans tel bus, puis là, quand tu veux signaler au chauffeur que tu veux... Tu sais, ça a l'air de rien, mais il y a une certaine littératie mobilitaire associée au fait de savoir prendre l'autobus. Puis ça m'a été transmis en très bas âge. Tu sais, mon père, il m'amenait à la garderie à 3 ans en autobus. C'est moi qui mettais son billet dans la boîte. C'est moi qui appuyais sur un petit truc qui le fait tomber. C'est moi qui me levais debout pour tirer sur la corde pour annoncer que c'était notre arrêt bientôt. Puis ça m'a toujours habité par la suite que d'avoir tout le temps besoin de quêter des livres à tes parents pour qu'ils aillent te reconduire quelque part, d'avoir tout le temps besoin... Puis là, évidemment, là, ça veut dire aussi à 15 ans et quelques, tu commences à te préparer pour passer ton permis à 16, puis trouver de l'argent de poche pour t'acheter une vieille bagnole pour qu'à 17, 18 ans, tu aies ton char, puis ensuite, tu te déplaces par toi. Mais moi, ça a toujours été comme, j'ai un vélo, j'ai un laissez-passer de transport collectif, puis j'apprends à me déplacer par moi-même. Fait que ça m'a amené naturellement à faire des études en urbanisme, à me spécialiser sur le champ de la mobilité durable par un mode autre que motorisé individuel comme l'automobile. Fait que même si à cette époque-là, je ne concevais pas comme la course à pied comme une manière par laquelle on pouvait se déplacer, j'étais déjà dans le paradigme à l'intérieur d'une ville bien conçue, où les distances ne sont pas trop grandes, puis où les fonctions sont rassemblées dans des endroits logiques, ben, tu n'as pas besoin d'un moteur pour te déplacer. Puis là, bien évidemment, il y a aussi l'idée que de pratiquer la course à pied de façon sérieuse, ça veut dire que 80% du temps, au moins, tu cours à une allure basse, à une intensité très modérée, qui n'est pas fatigante. Bien, ça va 2 à 3 fois plus vite que marcher. Puis tu fais ton entraînement en même temps. T'sais. Fait que c'est comme cette combinaison de choses-là qui ont fait que j'ai trouvé que c'était un beau filon à exploiter pour moi, mais aussi parce que j'ai toujours été mu par cette volonté d'être un agent de contagion. C'est difficile de dire ça pendant une pandémie, mais j'ai toujours voulu être contagieux dans mon milieu, que mes pratiques, que mes principes de vie fassent l'objet d'une forme de motivation ou d'inspiration par les gens de mon entourage, puis disent « Hey, c'est vraiment cool ce que tu fais, Ali, tu sais, je vais l'essayer moi aussi. » Fait que dès que j'en ai eu l'occasion, en fait, plutôt que de juste dire « Moi, je suis un coureur utilitaire », ben, j'ai profité des occasions professionnelles que j'ai eues de me placer sur le marché du travail dans mon domaine pour lancer un projet pilote d'incitation des gens à pratiquer eux-mêmes le transport utilitaire, à faire du navettage actif en marchant, en courant ou en faisant du vélo. Fait que tous ces champs-là de ma personne, toutes mes valeurs puis mes principes se sont comme bien cristallisés là-dedans. Puis là, ben, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que par la suite, j'ai été approché par une journaliste de la presse qui faisait un dossier là-dessus. J'ai rencontré d'autres amis qui faisaient ça aussi, puis qui, eux autres aussi, cherchaient du temps dans leur semaine pour s'entraîner puis voir leurs amis parce qu'avec leur conciliation au travail, famille, entraînement et tout, c'était difficile. Puis là, ben, c'est ça. On a parti notre club informel de coureurs utilitaires qui se rencontrent une fois par semaine pour trinquer l'espresso. Puis, fait que, tu sais, c'est tout un ensemble de concours de circonstances, mais je trouve qu'il est comme une belle incarnation de tout ce que j'essaie de représenter au sein de ma communauté. Mais en même temps, ça faisait partie de tes valeurs. T'sais, c'est sûr que pour toi, en étant au Québec, ou encore même à Montréal, au niveau des transports en commun, de se dire je vais travailler en vélo, je pense que c'est plus facile que moi, qui est au Saguenay, parce qu'au niveau du transport en commun, c'est un peu désuet. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui est à travailler, puis les distances, on s'entend que je peux habiter à Jonquière et il faut que j'aille travailler à Chicoutimi, exemple. Ce qui me donne peut-être à peu près 15 km. Ouais. Fait que, c'est vraiment... je pense que c'est plus facilitant. Puis, ça fait partie de tes valeurs étant enfant. C'est sûr que si pour tes parents, c'était important de t'inculquer puis te dire
Écoute, c'est important que tu saches comment ça fonctionne un transport en commun et non à 17-18 ans, quand tu décides d'aller au cégep, tu prennes ton autobus puis tu sais comme vraiment pas comment ça marche un trajet. Là. Complètement largué. Mais ce que tu dis résonne particulièrement chez moi parce que j'ai vécu, moi, 3 ans à Jonquière. OK. J'ai fait le programme de technique de communication dans les médias, qu'on appelait ATM jusqu'à l'année avant que j'arrive. Et moi, à Jonquière, en fait, je vivais là, dans le coin près du cégep, avec les rues avec des noms de régions françaises, là, de la Lorraine, de la Bretagne. Et j'avais que mon vélo pour me déplacer. Premièrement, je n'avais pas de permis de conduire. Deuxièmement, je n'avais pas de voiture. Troisièmement, il n'était pas question qu'en vivant proche du cégep comme ça, je m'encombre d'un véhicule dont je dois m'occuper à l'année longue. Mais c'est vrai que je suis vite arrivé aux limites de ça parce que durant l'été, quand on voulait aller au Festival des musiques du monde, c'est à rue Racine, à Chicoutimi, le dernier autobus, le samedi soir, qui rentrait à Jonquière, il passait, je pense, à 18h03 au terminus. Ouais, c'est ça. Fait que là, effectivement, je me suis dit, si je veux me faire une vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même à Saguenay, c'est vrai que je n'aurai pas le choix de passer mon permis et d'avoir un véhicule. Et ça reste vrai. Encore aujourd'hui, là, je suis persuadé que même si les horaires de bus ont un peu évolué, il reste encore une population non négligeable au Québec qui est dépendante de l'automobile. Et c'est bien malheureux. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une proportion non négligeable de gens qui vivent au Québec qui vivent dans des petits milieux, des petites ou des moyennes collectivités, beaucoup plus petits que Jonquière ou Chicoutimi, qui sont dans les faits là, une aberration institutionnelle. Là. C'est 2 anciennes villes tellement loin l'une de l'autre qu'on a fusionné dans une grande, avec l'idée que des gens qui vivent dans une vont aller travailler dans l'autre. Mais au Québec, à l'extérieur des régions de Montréal et de Québec, la majorité des gens qui vivent à Drummondville travaillent à Drummondville. Puis c'est la même chose à Victoriaville, puis à Shawinigan, puis à Lebel-sur-Quévillon. Puis à l'intérieur de ces petites ou moyennes collectivités-là, les distances ne sont pas si grandes. Les grandes barrières comme les autoroutes ou des quasi-fleuves comme le Saguenay, avec des longs ponts à traverser ou des ponts très distants les uns des autres à traverser, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Mais le mode par défaut, parce que toute la fiscalité, parce que toutes les manières dont on dépense l'argent au gouvernement sont taxées sur ça. On vous fait des routes, vous vous achetez des chars, on s'assure qu'il y a des concessionnaires puis des stations-service, puis tout le monde vous embarque dans ce pipeline-là. Mais à Saguenay, c'est plus vrai qu'à Victo ou à Drummond ou à Shawinigan ou à Lebel-sur-Quévillon, comme je te disais. Fait que moi, le message que j'essaie de faire passer, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de vivre proche d'un métro à Montréal ou proche d'une station de métrobus à Québec pour avoir un mode de vie qui te permet d'être actif pour te déplacer. Exact. Si ça se trouve, c'est plutôt dans les grosses villes, grosses-ish villes, que là, on a vraiment besoin d'intervenir pour que, justement, le monde de Jonquière puisse vivre sans voiture, même s'il travaille à Chicoutimi ou réciproquement. Puis c'est aussi vrai à Trois-Rivières, c'est aussi vrai à Sherbrooke. Mais dès que tu descends un peu dans un milieu de plus petite taille, tu retrouves cette proximité-là. Puis d'un bout à l'autre de la ville, du point le plus loin où tu peux vivre au point le plus loin où tu peux travailler, d'habitude, c'est un relativement court déplacement à vélo ou en patin roilier ou en trottinette ou en planche à rouler. Tu sais, il existe vraiment plein de manières. Oh, ouais. Mais il y a l'hiver. Ouais. Exact. Puis, pour toi, ça signifie quoi la course? T'sais, ça peut être aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Bien, maintenant qu'on est dans une période où on travaille au même endroit où on vit, c'est sûr que le déplacement utilitaire pour un motif professionnel, il a pris le bord. Je pense qu'il va revenir. J'espère vraiment fortement que les gens vont recommencer à sortir de chez eux pour aller travailler. Mais hormis cette dimension-là qui était centrale, moi, je trouve que la course à pied, ça reste un vecteur de socialisation, d'appartenance à un groupe. Quand on s'identifie comme coureur, quand ça fait partie intégrante de notre identité propre, on se sent proche des gens qui le sont aussi. On est tenté de prendre des rendez-vous avec eux pour aller courir avec eux. On rencontre des gens qui nous ressemblent dans des lieux qui nous rassemblent. Quand ce n'est pas des événements, c'est des entraînements qui ont lieu de façon régulière. Fait que moi, je pense que la dimension d'amélioration, ou en tout cas de travail positif sur notre santé mentale, qui est associée au fait de
texter ton ami puis de dire on se rejoint-tu dans 30 minutes au pied de telle montagne pour aller la grimper ensemble, on se rejoint-tu sur le bord du canal ou de la rivière pour aller jogger ensemble. C'est une extraordinaire manière de rester connecté à sa communauté, de partager des expériences vécues et tout. Fait que moi, je pense que, sérieusement, c'est une des raisons principales maintenant pour lesquelles j'ai presque aucun plaisir à aller courir tout seul. Puis j'essaie de le faire le moins souvent possible parce qu'on est dans une période où on voit presque juste des gens sur des écrans. Fait que quand tu as l'occasion, même à 2 mètres, même avec des coudes 5 plutôt que des mains 5, on a la possibilité de jogger ensemble puis de parler ensemble en étant proches. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Mais c'est sûr que je ne cacherai pas non plus que maintenant, je pratique la course à pied dans l'objectif principal d'améliorer ma santé physique, parce que je pense que je m'occupe déjà assez bien de ma santé mentale avec juste le fait de jogger. Mais pourquoi je sors 3 fois par semaine après avoir mangé plein de glucides pour me diriger à une piste, pour faire des entraînements difficiles qui me donnent envie d'abandonner à toutes les fois? C'est parce que je cherche à repousser mes limites cardiopulmonaires, musculo-squelettiques. J'essaie de devenir plus fort, plus résilient, plus tolérant, plus endurant. Puis ça, je trouve des activités d'abord qui permettent de le faire avec le meilleur ratio, coût-efficacité. Tu n'as même pas besoin de chaussures l'été. Là. Non, c'est ça. C'est l'activité en tant que telle la plus accessible au niveau de plusieurs sphères. Ouais. C'est ton choix si ça te tente de payer 200$ pour une paire d'espadrilles, puis c'est bien correct. Mais en tant que tel, de commencer avec la paire de running de basket que j'ai faite aussi. OK, on a tous fait ça. Avec les shorts de basket trop lourdes, là, puis que, tu sais, en coton, puis away go. Ouais. Ben, en tant que tel, c'est l'activité la plus accessible. Oui. Fait que là, la question qui reste après, c'est est-ce que c'est pas un problème, justement? Est-ce que si une personne sur 2 qui pratique la course à pied se blesse chaque année, c'est pas justement parce que on est tous mus par une forme d'impression que hey, je peux me mettre n'importe quoi dans les pieds puis partir courir maintenant. Puis on le voit chaque année là, dans les cabinets de physiothérapie. Il y a comme un creux de vague autour du février-mars. Puis là, il y a les belles journées qui arrivent. Puis là, bang, là, du monde qui arrive avec des fractures de stress, puis des tendinopathies d'Achille, puis des blessures de... T'en as fait trop vite, t'as été arrêté pendant toutes les... Tu sais, il n'y a pas grand monde qui sont comme « Hey, moi, man, je connais pas ça, là, mais check bien, là, je m'en vais m'acheter des bâtons de golf, puis je commence à jouer. » Tu sais, ils vont se prendre un coach, ils vont questionner c'est quoi les meilleurs bâtons, c'est où les meilleurs terrains, puis ils vont lire là-dessus. Tu sais, la course, c'est comme... Je me mets des chaussures, puis je pars. Puis là, bien évidemment, les gens, ils dépassent leur capacité. Puis, fait que je trouve que c'est ça, il faut jouer sur ce tableau-là. Il y a... Le plus gros problème de santé publique en ce moment, c'est pas qu'il y a trop de coureurs qui se font des blessures de trop vite, trop intensément. C'est qu'il y a bien trop de monde qui sont sédentaires. T'sais. Moi, j'aimerais bien mieux qu'il y ait 5 fois plus de monde dans les cabinets de physio, mais que ce soit tout du monde qui ne sont pas dans les salles d'urgence à l'hôpital parce qu'ils ont besoin de pontage coronarien ou ils ont besoin de prescription parce qu'ils font du diabète de type 2, parce qu'ils mangent mal, ils sont tout le temps assis et ils ne bougent pas. Fait que c'est pour ça que je préfère laisser les gens se blesser puis les encourager à éviter de se reblesser que de dire au monde hey, « Faites attention, la course à pied, il faut intellectualiser ça. Avant de commencer, là, renseigne-toi comme il faut, puis achète-toi vraiment la bonne chaussure, puis prends-toi un entraîneur qui va te montrer comment faire ta bonne foulée. » Cours, laisse-toi guider par... Écoute ton corps, là, puis quand tu auras couru pour la peine, tu te mettras à courir de mieux en mieux, puis plus tu vas courir, mieux tu vas courir, puis pense-y pas au-delà de ça. Oui, puis tu sais, au gré du temps, on a tous commencé aussi comme ça, à se dire, il y a des blessures qu'on se fait, ou des douleurs, forcément, des fois, exemple, ça peut être une périostite, puis des choses comme ça. Puis à un moment donné, tu t'informes, tu en connais plus, tu sais qu'est-ce que tu as à travailler. Tu sais, c'est comme... Tu sais, en tant que coureur, ce qui est le fun aussi, c'est que même après 7 ans, 10 ans, tu es tout le temps en train de rendre ça meilleur au niveau de la course. Là. C'est ça qui est cool. Puis, tu sais, moi, ça m'amène à te demander, tu sais, la course, ça t'a permis d'apprendre quoi sur toi? Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Bien, un des premiers trucs que j'ai lu sur la course à pied, puis ça en dit long sur ma personnalité, là, mais c'est la méga brique
The Lore of Running de Tim Noakes, l'affaire de 800 pages qui commence par un chapitre de 50 pages, c'est mitochondrie puis l'adésine triphosphate. Là. Et c'est vraiment la première chose qui a résonné, c'est quand il écrit en fait que maintenant la course à pied pour lui, c'est une partie intégrante de son identité, mais c'est surtout le premier miroir qui lui a renvoyé un reflet de lui-même qu'il ignorait complètement. Puis c'est tout aussi vrai pour moi. On est des êtres vraiment solitaires. On s'épanouit dans la pratique d'une activité où on n'a pas de coéquipier puis pas d'adversaire. Mm-hmm. Où on organise nos sorties quand bon nous semble, on part pour la durée de notre choix, on fait le trajet qu'on veut, on va à l'allure qu'on veut, on dépend de personne puis on a de compte à rendre à personne. Puis moi, j'ai toujours cru que j'étais maladivement sociable, maladivement accro à la socialité, à être toujours entouré de gens, que je m'emmerdais royalement si j'étais pour passer une demi-journée tout seul. Et je réalise maintenant que parmi les plus beaux moments que je peux vivre, c'est quand je me lève avec le soleil en plein été, puis que je m'en vais jogger pendant 2 heures sur des routes de campagne et que je rencontre rien ni personne. Je reviens, j'ai comme cette sérénité d'avoir été avec moi, d'avoir eu juste le bruit de mes pas et de ma respiration, puis de temps en temps, du vent dans les branches, de temps en temps, une cascade, de temps en temps, une dinde sauvage au loin, mais pas d'humain, pas de médias sociaux, pas de vaccination, pas de désinformation sur Internet, juste être ici et maintenant. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, j'aurais jamais cru. Puis maintenant, me retrouver tout seul au sommet d'une montagne en juillet, sous la pluie, tôt le matin, là, les moments les plus mémorables de ma vie, bien plus que toutes les parties de cégep avec du bruit, puis du monde proche, puis des bols de chips, puis des bouteilles de bière, puis de la surstimulation sociale de laquelle je réalise que je retire vraiment peu par rapport à me retrouver avec moi-même dans la pratique d'une activité solitaire. Puis ça a aussi fait de moi quelqu'un de chroniquement allergique. Je ne peux plus jouer au foot. Okay. J'essaye là, de courir avec un ballon de soccer au bout du pied, là, puis je rage contre mes coéquipiers qui ne sont pas placés au bon endroit. L'équipe adverse qui essaie de m'empêcher de faire, je suis comme, ta gueule, va-t'en, que je vois quelqu'un se mettre en travers de mon chemin pour m'empêcher de courir un jour, tu sais. Voyons donc. Fait que ça, c'est un premier reflet sur moi-même, clairement. L'autre reflet, je dirais qu'il est physiologique, là. Avant même de m'entraîner de façon sérieuse, j'étais allé faire un test de VO2 max dans le cadre d'une étude, puis j'étais à 72. Puis là, j'ai dit, voyons donc, tu sais, Frank Shorter qui gagne les Olympiques des années 70, il n'y avait même pas ça. C'est quoi le rapport? Tu sais, je suis né comme avec une génétique favorable. Puis, effectivement, là, le fait que de courir à 4 minutes du kilomètre, dès la première fois, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Ça aussi, ça m'a fait réaliser que même si je n'avais jamais été un sportif, même si je n'avais jamais pratiqué une activité sportive de façon incarnée et résolue, je pouvais commencer, puis j'étais comme quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ses devoirs ou d'étudier puis d'avoir une bonne note aux examens. Ouais. Puis maintenant, quelle place prend la performance pour toi? Là, tu me dis que c'est quand même assez facilitant. Là. Moi, j'étais au secondaire, puis quelqu'un qui n'étudiait pas, puis qui avait 100%, puis que moi, je passais mes soirées à étudier, puis j'en avais 75. Pour toi, la performance, elle a quelle place pour toi? Alternativement, trop, puis pas assez. Dès que je suis en quête d'excellence vers un défi fixe, placé dans mon horaire, je subordonne presque tout à ça. Fait que, je regarde l'heure qui est le soir en me disant il faut que j'aille me coucher bientôt si je veux avoir une bonne nuit pour bien récupérer. Je regarde dans le garde-manger et je me dis si tu as le bonheur pour manger cette quantité-là de glucides pour être à mon meilleur pour l'entraînement. Puis je regarde le temps que j'ai avec ma fille durant la fin de semaine, je me dis comment est-ce que je pourrais intégrer une longue de 3 heures pour avoir le temps de faire pas mal de pace marathon. Puis
Puis tôt ou tard, je finis toujours par être rattrapé par le fait que c'est une sacrée charge mentale que celle d'être tout le temps en train de vivre dans une forme d'auto-restriction ultra limitative, vouée à ce que tu passes une ligne après un temps arbitraire, genre ça fait 42 195 mètres que je cours, puis là, ça fait 2h29 et 59 secondes. Puis c'est parce que tous ces sacrifices-là, du point de vue du sommeil, puis de l'alimentation, puis de la vie sociale, puis des responsabilités familiales, depuis tous ces mois-là, puis là, je passe la ligne, puis c'est ça le temps qui est écrit. Puis là, maintenant, là, pour la postérité, on le sait que je l'ai fait, puis après, ça donne quoi, tu sais? Fait que c'est clair que depuis que j'ai une meilleure idée de ce que je vaux, entre guillemets, parce que je suis assez d'accord avec les gens, dont mon ami Maxime Lopez, qui disent un coureur ne vaut pas un temps. Là. C'est pas ça ta valeur comme individu. Là. Mais disons, pour les besoins de la cause, je sais que je vaux un certain temps sur une certaine distance. Puis là, je suis plus confiant en mes moyens. Puis je suis plus à l'écoute des moments où je sens que là, je suis en train de passer de la passion constructive à la passion obsessive qui est plutôt destructive, du type je subordonne tout à ma quête de cheminement vers cet objectif-là. Et les mouvements du pendule de l'extrême performance à l'extrême lâcher prise, genre je ne veux plus être en quête de performance, sont plus modulés maintenant. Je pense que je le sens plus rapidement quand je suis en train de basculer de l'autre côté de l'équilibre, puis j'ai besoin de me basculer moins loin pour revenir vers cet équilibre-là. Mais je pense que c'est une quête qui est probablement éternelle, tu sais, dans tout ce qu'on fait quand on est un overachiever, une personne qui cherche toujours à faire le mieux possible, le plus possible. Dans toutes les sphères de notre vie, il faut qu'on se surveille pour pas que ce soit le plaisir qui prenne l'arrière-plan puis la quête de performance qui prenne toute la place. Puis, comment tu avais trouvé, en fait, parce que, tu sais, on parle de performance, mais comment tu avais trouvé ton expérience du Marathon de Montréal en 2019, parce que tu as terminé 7e, derrière deux excellents coureurs, puis on s'entend que le top 10 était très, très fort à ce moment-là. On avait parti en retard aussi également. Écoute, on n'avait pas eu un Montréal comme à l'habitude. Comment tu avais vécu ton expérience à ce moment-là? Bien, moi, d'abord, j'étais sur un nuage parce que j'avais couru plus tôt cet été-là une course qui était organisée par un ami à moi qui ne se prenait vraiment pas au sérieux, qui était une course qu'on appelle FADAS, là, pour les gens qui ne sont pas familiers dans le milieu. Il n'y a pas de parcours où les rues sont fermées. Il n'y a pas de chronométrage officiel. Tu as un petit dossard, puis tu as des tables de ravitaillement, mais dans le fond, tu parcours la distance, tu arrives au sommet du Mont-Royal, ça fait 50 km. Merci, bonsoir. Puis moi, j'avais couru ça dans l'objectif d'améliorer le temps que j'y avais fait l'année précédente, mais sans avoir la moindre idée de ce qui pouvait m'attendre derrière ça. Et après avoir complété ce parcours-là, j'ai été contacté par l'Association canadienne des ultramarathoniens qui disait « Il y a des championnats du monde de 50 km sur route le 1er septembre en Roumanie. Puis on a vu que dans le cadre de cet événement, tu as fait le standard pour te qualifier pour aller représenter le Canada. » D'abord, moi, je fais « Le 50 km route, c'est une distance qui est concourue à l'international, comme une excellente nouvelle. Ensuite, il y a une équipe canadienne, puis on me propose d'en faire partie, comme ça n'avait pas de sens pour moi. » Fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai su que je m'entraînais pendant l'été pour aller faire un 50 km route en Roumanie le 1er septembre. Puis là, j'ai vécu cette espèce de bulle de rêve d'avoir été un athlète qui représente son pays dans une compétition internationale avec un comité organisateur, puis un village des athlètes, puis un traitement royal. Moi, je me sentais comme un imposteur là-bas. J'étais là, voyons, le petit gars qui court depuis quelques années, puis qui se prend pas la tête avec ça. J'ai pas de monde GPS, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de... Fait que là, moi, déjà, d'avoir pu participer à ça, c'était extraordinaire. Et là, je reviens de là,
Puis j'ai un bon ami, François Jarry, qui justement a terminé premier Québécois et aussi premier Canadien là, au Marathon de Montréal, qui me dit « Hey, moi, je suis dans le programme élite pour le marathon. Si jamais ça te tente de le faire, contacte tel gars, il pourrait peut-être te faire une place. » Fait que là, moi, je reviens de cette espèce de traitement d'athlète international-là, puis je me fais inviter comme élite au Marathon de Montréal. Là, tout d'un coup, tu es comme, non, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne suis plus dans les mêmes rangs. Fait que là, je me présente à l'hôtel, dans la salle spéciale avec un buffet, avec des athlètes du Kenya, puis de l'Ouganda, puis de l'Éthiopie. Puis là, il y a François qui est là, il y a Max Leboeuf qui est là et tout. On vient chercher notre dossard. Le mien, il n'y a même pas de numéro, c'est juste écrit « Élite », tu sais, encore plus par rapport. Puis là, ils nous disent le repas du soir, les consignes, vous nous laissez vos bouteilles de Gatorade numérotées, telle heure, puis là, voici vos chambres d'hôtel. Là, j'ai comme, ben, c'est moi quelqu'un, là, tu sais, je comprends pas ce qui m'arrive. Fait qu'on se lève le matin, je mange mon gruau, je vais déposer mes bouteilles de Gatorade, je me dirige à la ligne de départ, puis je suis comme sur une forme de nuage, là. Je dis, c'est la deuxième fois en 3 semaines, là, que je fais partie de l'élite qui va concourir pour voir ce qu'elle vaut avec les meilleurs, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, juste de savoir, tu sais, François et Max qui sont à côté de moi, je pourrais même pas être à 1 kilomètre d'eux autres quand ils vont finir, tu sais. Moi, j'ai aucune attente. Je sais qu'il y a des bourses jusqu'au 3e Canadien. Je pense que je suis capable d'être 3e Canadien. Je vais essayer ça, tu sais. Puis là, ben, arrive ce qu'on connaît, là, le départ qui est reporté, puis reporté, puis reporté. Mais moi, finalement, je ne suis pas stressé pendant tout. Je n'avais rien à prouver. Là. J'avais déjà vécu comme un des plus beaux moments de course de ma vie 3 semaines plus tôt. Puis j'étais juste là. Moi, je me prépare pour le marathon de Chicago dans 3 semaines. Fait que, je vais faire ça comme une sortie d'entraînement. Là. Je vais juste essayer de ne pas finir 4e Canadien. Puis finalement, mon ami Mathieu il nous a filmé pendant qu'on passait dans le village, puis sur Ontario, puis je cours à 3,30 au kilo, j'ai le sourire, il me filme, il y a de la musique. Je regarde ce gars-là qui court, puis je suis comme, j'ai jamais l'air de ça en entraînement. Là. Puis, on dirait que c'est ça. C'est comme juste, toutes les choses se sont placées, tous les astres se sont alignés ce jour-là pour que le fait qu'il fasse chaud, le fait que le départ soit retardé, le fait qu'on ait un parcours fuck all où il faut qu'au 24e kilomètre, je me réinsère dans des dizaines de milliers de coureurs, marcheurs les plus lents du demi-marathon, qu'il faut que je passe à travers le stade olympique, que je monte la côte du jardin botanique, que j'essaie de tourner quand c'est large de même. La moto de police qui ouvrait le parcours pour la première femme klaxonnait pour demander au monde de se tasser, puis il ne le faisait pas. Je veux dire, cet événement-là était comme un désastre organisationnel. Puis moi, sur toutes les photos puis les vidéos, j'ai comme le gros sourire, puis je me verse du Gatorade sur la tête, puis je me retourne, puis j'ai hâte d'arriver, puis c'est le fun, tu sais. Puis là, je passe la ligne, 2,34, je suis comme j'étais à 2 minutes de mon record. Là, un journaliste du Journal de Montréal qui commence à m'interroger. Puis là, j'apprends que j'ai fini 3e Canadien, puis que je vais remporter 750$, que je vais monter sur la scène, sur un podium pour ramasser une médaille. Je suis comme, voyons donc, tu sais. Tout ça, c'est comme un conte de fées, là, tu sais. Puis c'est là que vraiment, ça m'a fait réaliser que c'est toute l'ambiance, c'est toutes les familles que tu croises au coin des rues le long du parcours qui te saluent. Tu sais, le nombre de personnes, quand je cours un marathon, qui se disent, tu sais, puis à haute voix, là, que je passe, « Hey, check-le, lui, il sourit tout le long, c'est quoi l'avant, tu sais? Au 32e kilo, je passe dans ton quartier en souriant, puis je fais des high-fives, puis des babayes à tes enfants, puis ça me donne une énergie, là. C'est comme si je suis 10 secondes plus lent au kilomètre en entraînement, juste parce que quand j'arrive dans un contexte de compétition comme ça, même si toute la logistique est à foirer, je m'épanouis. Fait que depuis qu'on est en pandémie et qu'on n'a plus ces événements-là, j'ai aucune envie. J'ai tous mes amis, là, « Ah, OK, la semaine prochaine, on se fait un petit time trial sur 10 km. J'ai envie de voir ce que je vaux sur 21,1. Hey, viens-tu me pacer? Je vais essayer de faire un marathon par moi-même. » Aucune envie. Zéro envie. Pour moi, c'est pas ça, la course à pied. Mm-hmm. Je pars ma montre, puis quand tu as dit 42,2, je regarde le temps que ça fait. Zéro. J'aime mieux courir un marathon de Montréal catastrophique à toutes les années que d'essayer de savoir ce que je vaux sur 42,2 km
à l'extérieur des événements. T'sais. C'est pas moi, ça. C'est pas ça. C'est pas ouais. pour ça que je cours. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, en 2019, c'était juste avant la pandémie. Écoute, tu sais, tu viens de vivre ça. T'attends-tu de me pacer? Non. Non. Ben, à la rigueur, oui. Ben, c'est ce que j'ai fini par faire. Hein? Tu sais, quand mon pote Sam, il me dit « Hey, Oli, je vais essayer d'aller faire mon sub 2,30 autour du bassin d'Aviron. Ça te tente-tu d'essayer comme moi? » Parce que tous les deux, on est à très, très près de passer sous les 2h30, puis on veut le faire, puis on espère pouvoir le faire en même temps. Mais lui, il avait comme cette envie forte de le faire cette année-là. Parce qu'il s'est dit « Je me suis entraîné tout l'été, je devais le faire au Petit Train du Nord, il vient d'être arrivé, je m'en fous. Le jour du Petit Train du Nord, je me pointe, je fais mon 42,2, puis ça donnera ce que ça donnera. » Puis moi, j'ai dit volontiers, je vais venir t'aider, mais non, je ne fais pas 42,2 km autour d'un bassin d'Aviron pour voir si je suis vraiment entraîné comme il faut pour que s'il y avait eu l'événement, je puisse. Fait que je suis allé rejoindre le gars, puis on a fait, je pense, les 15 ou 16 derniers kilomètres ensemble, puis ça m'a fait vraiment plaisir de courir à côté de lui, puis de l'encourager, puis mais jamais aucune forme d'envie d'essayer de m'infliger cette souffrance-là à moi-même. Je veux dire, il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles on peut courir. Ouais. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas parce que je veux rabaisser ou diminuer ou me moquer là, de ce que font mes collègues. Là. Je trouve qu'ils ont une détermination à toute épreuve là, de se dire « rain or shine, vent de face ou pas, je m'en sac. Oh, oui. Demain, je fais mon 10 kills all out pour savoir ce que je vaux. » Moi, je suis admiratif de ça. Je n'ai aucune envie de m'imposer ça. Je te comprends un peu là-dedans. Non. Puis, tu sais, on s'entend que tu as fait un cours au niveau de l'urbanisme. Aujourd'hui, tu travailles au sein de l'équipe de la clinique du coureur. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce qu'on s'entend urbaniste. Tantôt, tu m'as parlé du cours en ATM. OK, puis finalement, on s'en va du niveau de la clinique du coureur. Qu'est-ce qui t'a amené là? Si tu penses encore, après m'avoir parlé, que les décisions qu'on prend dans la vie sont mûrement réfléchies, oui, j'ai beaucoup de preuves anecdotiques, mais des preuves quand même que non, vraiment pas. Tu sais, moi, j'écoutais à la radio le matin avant d'aller passer le journal quand j'étais au secondaire, puis je me disais, ça serait le fun de faire ça. Fait que j'ai contacté un gars qui vient de ton coin, qui était à la radio à Québec, que j'écoutais, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait pour devenir animateur radio? J'aimerais ça faire comme toi. Puis il m'a dit, moi, je suis un gars du Saguenay, fait que je passe à Jonquière, il y a un super bon programme en animation radio, je te recommande de le faire. Quand tu as passé par le cégep, tu es aussi bien passé par là. Mm-hmm. Fait que moi, je suis allé au cégep en me disant, je vais être animateur radio. Puis quand je suis arrivé en Outaouais pour faire mon stage à la fin de mon programme, j'ai découvert en fait que j'aimais vraiment mieux étudier à l'université puis apprendre des choses sur la science politique puis l'histoire. Fait que quand je suis rentré là, j'ai dit, je veux devenir prof d'université. Puis j'ai commencé mon bac avec cette idée que je ferais ensuite ma maîtrise, pour ensuite faire mon doc, pour ensuite devenir prof d'université. Puis pendant que je suis rentré à la maîtrise, j'ai découvert que la façon dont les villes sont aménagées autour de nous, c'est pas comme le fruit du hasard. C'est une profession, ça, l'urbanisme. Hein? Ben, j'ai dit, je vais aller faire mon doc là-dedans. Pas pour devenir urbaniste, pour devenir prof d'urbanisme. Fait que je rentre au doc, puis je fais mon doc là-dessus, puis je rédige ma thèse, puis j'obtiens la bourse postdoctorale la plus prestigieuse au pays pour faire un stage postdoctoral là-dedans. Puis moi, je suis persuadé que je vais devenir prof d'urbanisme, tu sais. Puis là, non, je trouve pas. Dans la région de Montréal, il n'y a pas de job en urbanisme dans des universités. Fait que je rentre dans une boîte qui en fait. Boîte que j'admire depuis un long moment, dont je trouve les travaux extraordinaires, mais je sors du milieu universitaire. Je reste en urbanisme, mais je sors du milieu universitaire. Fait que quand tu regardes mon parcours depuis que je suis parti de chez mes parents à 17 ans, là, c'est une succession de glissements spontanés, quasiment sur des coups de tête, au gré des circonstances. Fait que moi, là, tu sais, hey, moi, je suis super cartésien, puis j'analyse les pour et les contre des fuck all, man. Rapport. Arrive une croisée des chemins, puis là, tu regardes
tout droit si tu as encore la bonne idée ou si je prends l'embranchement. Puis, depuis que je suis sorti du milieu universitaire, ben, j'ai choisi que quand la vie met des croisées sur mon chemin, j'y fais confiance, puis je prends les embranchements. Puis c'est ça qui est arrivé avec la clinique du coureur. Tu sais, ça faisait depuis 2015 que je savais que ça existait, que j'avais commencé à courir, puis que comme tous les coureurs, j'en faisais trop vite, je me suis blessé. Puis là, j'assistais à une conférence d'un physio qui enseigne pour la clinique du coureur, puis qui disait « Voici comment éviter d'en faire trop, voici comment réhabiliter puis réadapter tes structures qui étaient blessées. » J'ai recommencé à courir, puis là, j'ai su comment progresser. Puis là, j'ai vraiment développé une admiration pour cette organisation-là. Parce que je me disais, ces connaissances-là, là, c'est une mine d'or. Puis c'est gratuit, disponible pour tout le monde. Tu vas sur le site, tu vas dans l'onglet coureur, tu as des fiches pour savoir, tu t'es blessé où, comment tu as fait ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour guérir ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour prévenir ça. Tu as des fiches sur l'hydratation, tu as des fiches sur comment te chausser en fonction de ton profil, en fonction de tes habitudes. C'est toutes les ressources gratuites. Moi, j'étais pâmé sur cette organisation-là. Moi, je me disais, oh, t'es con, là, tu viens de faire 9 années d'université pour devenir prof d'urbanisme. La course à pied, ce sera ta passion, loisir. Puis, tu sais, abonne-toi aux infolettes, puis suis les médias sociaux de cette organisation-là. Puis là, mais je commence à courir plus sérieusement, puis je rencontre des collègues qui travaillent pour cette organisation-là. Puis là, on jase, puis ils me parlent des projets qu'ils ont. Puis là, je dis, c'est tentant, hein? C'est tentant, tu sais. Fait que je continue à m'approcher de ces gens-là, puis eux autres, ils continuent à faire leur affaire. Puis ils se disent pas, hey, le postdoc en urbanisme, ça serait une belle addition à un Africain, tu sais. Panda. Puis là, tout d'un coup, ils disent, on aurait quelque chose à te proposer. Fait que là, je vais les rencontrer au quartier général à Lac-Beauport. Puis là, je vois cette entreprise affranchie qui a une atmosphère collégiale, là, familiale. C'est du monde tissé serré. Ils mangent ensemble. Ils interrompent leur réunion pour aller courir dans le bois. Tout est décidé par consensus au sein de l'équipe. Il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de boss, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de feuille de temps à remplir. Là, je dis, il y a de quoi qui cloche, là. C'est trop beau pour être vrai, là. Ça se peut pas, tu sais. Puis là, je leur propose un truc, comme ils me l'avaient demandé. Les autres, ils tombent à la renverse. Ils sont comme, mais là, ce gars-là, il y a de quoi à nous offrir, là. On le veut dans l'équipe maintenant. Moi, je suis comme, ben non, mais c'est parce que là, j'ai un emploi présentement. Tu sais, j'ai pris des engagements, je dois compléter le projet. Puis, fait que là, ils me disent, ben, quand tu es prêt, on te prend. Puis ben, comme tous les glissements irréfléchis de ma vie, j'ai juste pris l'embranchement. Fait que ça va être quoi le prochain? Ça va être que je vais découvrir le croquet puis que je vais abandonner la course à pied? Je vais devenir un joueur de water polo ou un énologue, je vais produire du vin puis je vais faire des dégustations. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais je sais qu'en ce moment, je cours, je coach, je forme, je contribue à former des professionnels de la santé. Je contribue à former du monde qui veulent devenir des bons coureurs, qui veulent devenir des bons entraîneurs. Je me forme en travaillant avec mes collègues. Je deviens moi-même une partie de cette mine d'or d'informations qu'on a mis sur pied avec la clinique du coureur puis le coaching du coureur. Puis, je ne demande rien de plus à la vie, là. Je me sens vraiment au bon endroit, au bon moment. Mais c'est sûr que si tu regardes mon CV puis mon parcours, tu es comme... Ah ouais, non, je regardais ça, j'étais comme, intéressant, tu sais. Zéro rapport. Mais en tant que tel, c'est des excellents glissements. Tu sais, ça fait en sorte que ton cours en ATM fait en sorte que je pense que c'est plus facile pour toi aussi de verbaliser, de faire d'animer des groupes. Tu sais, genre, c'est juste des choses qui ont fait en sorte de t'équiper, d'en mettre dans ton sac, puis après ça, ben, tu arrives sur un nouvel environnement, puis toi, tu es à l'aise là-dedans, tu sais. Absolument. Puis, tu vois, il faut aussi savoir lever notre chapeau aux personnes qui ont été visionnaires à différents moments, tu sais. Parce que moi, le gars qui m'a embauché quand j'étais au postdoc pour travailler dans un organisme en but lucratif en urbanisme, là,
Il ne s'est pas dit, il est surqualifié, il n'a pas d'expérience pratique, c'est un brain, il n'y a rien de bon à faire avec ce gars-là. Il a dit, il donne une chance. Puis il n'a pas regretté. T'sais. Puis Blaise, puis Mélanie, puis Mathieu, avec qui j'étais en contact, quand ils m'ont rencontré, ils n'ont pas dit what the fuck qu'un postdoc en urbanisme peut travailler pour la clinique du coureur puis nous aider à monter des formations en ligne sur la gestion des blessures aiguës. T'sais. Ils ont dit ce qui compte, je pense, c'est pas mal plus le savoir-être, ta capacité à apprendre que ce que tu as déjà appris. Puis, je pense que c'est plutôt une denrée rare au Québec. Des gens qui sont capables de regarder l'individu indépendamment de son CV puis d'essayer de pointer les choses qui ont l'air de bien s'agencer. T'sais. Puis je pense qu'aujourd'hui, mes collègues, si tu leur parlais, ils te diraient la même chose que moi dans l'autre sens. On est un fit parfait. Ça fait juste 1 an que je fais partie de l'organisation, puis je me sens déjà comme si je faisais partie des meubles. J'ai été accueilli à bras grands ouverts, puis je mets corps et âme dans les missions que j'ai pour cette organisation-là. Puis je veux travailler dans cette organisation-là jusqu'à ce que je meure. T'sais. Puis j'espère que ça va être dans le plus longtemps possible. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi 2021, 2022? As-tu des défis? As-tu des projets, des choses un peu en tête? En fait, moi, j'ai toujours cru au sentier de dépendance, puis qu'une fois que tu as trouvé tes ornières, rester dedans, ça peut être une excellente idée. Fait que il y aura vraisemblablement un marathon de Montréal 2021 et j'ai déjà fait les démarches pour essayer d'y être admis comme élite parce que j'aimerais vraiment revivre cette expérience-là. Je trouve ça extraordinaire, en fait, de pouvoir te réveiller dans ta ville, manger ton déjeuner chez toi, aller faire ton marathon et être revenu à temps pour dîner, là. Parce que moi, j'étais allé à Boston pas à Chicago, puis je veux dire, sérieusement, là, ça coûte une fortune, ça te crappe une fin de semaine de temps familial. Tu reviens de là, tu as fini millième, tu es comme youpi. Tu sais? Ouais. J'aime vraiment mieux être le meilleur du marathon des poches de proches de chez toi, là, tu sais, que d'être le 10e moins pire gars de ton âge d'un gros marathon international où il y a 50 000 inscrits. Et si la situation sanitaire le permet et qu'il y a effectivement des championnats du monde de 50 km comme prévu à Taïwan le 31 octobre, j'aimerais vraiment ça y retourner. Il devait y en avoir en 2020, puis ça n'a pas eu lieu. Fait que là, c'est comme, ça va faire 2 ans que je vais m'entraîner pour passer sous les 3 heures sur ce 50 kilos-là. Et ça, c'est comme vraiment sur ma bucket list, là. Si je ne le fais pas cette année, ça sera l'année suivante ou l'année d'après, là. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment l'objectif qui, moi, me motive à sortir courir tous les jours. Plusieurs fois par jour, certains jours. Fait que dans mon spectre d'entraînement, ce serait ça. En bas de 2h30 sur marathon, puis en bas de 3 heures sur 50 kills. Si j'étais capable de faire les deux cet automne, ça serait génial. S'il faut qu'il y en ait un des deux qui attendent dans l'année prochaine, ça sera ça. Comme professionnel, moi, c'est sûr qu'avec la clinique, je veux continuer à offrir de l'information vulgarisée pour que le plus de population possible se mette à bouger, pratique la course à pied en évitant de se blesser, puis que les professionnels de la santé soient le mieux formés possible pour traiter adéquatement des coureurs qui viennent les voir. Pour qu'ils arrêtent de leur dire « mets de la glace, étire-toi, prends des anti-inflammatoires, arrête de courir, c'est pas bon pour les genoux. » Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a encore trop, tu sais. Fait que... Puis comme papa puis comme conjoint, en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de réouvrir nos frontières spatiales, de promener ma fille puis ma blonde pour leur faire voir d'autres choses que notre petit coin de quartier, de peut-être voyager, peut-être que ce sera au Québec en train, peut-être que ce sera quelque part en Europe ou un safari en Afrique, qui sait. Mais je veux être plus présent, mais moins entre les mêmes 4 murs que depuis 1 an et demi. Ouais. Non, je te comprends. Puis je te souhaite grandement, en fait, que tu puisses aller à faire ton objectif au niveau de Montréal, puis avec le 50 km. Je te le souhaite. Je
te le souhaite, puis je te Merci. dirais que je crois qu'on est comme dans une bonne vibe. On va se croiser les doigts jusque-là, puis Ouais. écoute, c'est comme tu dis, c'est dans ma bucket list, c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, puis je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut mettre notre façon de penser, notre façon de voir pour continuer à garder une certaine motivation au niveau de la course. Puis, écoute, j'aurais encore comme plein de questions, puis limite, je garderais ça après tes objectifs pour qu'on puisse se reparler à ce moment-là. Absolument. Puis, écoute, un gros merci. Comme je t'ai dit au départ, j'avais aucun doute qu'on ait une super conversation. Puis, écoute, je suis vraiment pas... mais vraiment pas déçue. Puis comme je te dis, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais on les gardera pour une prochaine rencontre. Deuxième rendez-vous. Ouais. Écoute, je te laisse. Je crois que tu avais à quitter, je pense, pour midi et demi. On était un peu d'avance. Je m'en vais donner un entraînement, justement. J'essaie de propager la bonne nouvelle, puis de faire bouger le monde, puis de les faire bouger de manière intelligente pour les faire progresser en s'amusant. Parfait. Tu fais bien, puis continue de le faire. Puis salut Blaise de ma part, si tu le vois. Promis. Puis, un gros merci, puis on s'en reparle sans aucun doute. Absolument. Salut, bonne journée. Salut. Merci à toi aussi. À bientôt.